Bonjour chers internautes. Aujourd'hui nous recevons le docteur Ousmane Kaba. Donc il est président du Parti des démocrates pour l'espoir, le PADES, créé le 8 février 2017. Donc vous êtes ancien ministre guinéen de l'économie exclu du parti présidentiel. Donc est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre exclusion déjà du parti présidentiel? Écoutez, c'est une longue histoire que je vais raccourcir pour vos auditeurs. Disons que j'avais un parti politique en 2010, j'étais candidat à la présidence de la République. Après le premier tour, j'ai participé à la création de l'Alliance Arc-en-Ciel qui a soutenu le professeur Alpha Condé. Et dans cette foulée, nous avons gagné, puisque le RPG est passé de 18% à 51% grâce à cette alliance que nous avons voulu très large. En fait, j'étais l'initiateur. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés à la présidence de la République où j'étais conseiller, précisément ministre conseiller chargé des affaires stratégiques et chargé de la Chine. Mais nous avons eu des divergences sur beaucoup de choses. Une première divergence, c'était la politique énergétique. C'est moi-même qui ai apporté le financement du premier projet de barrage Caleta. Et il n'en voulait pas. Après 3 mois de discussion, finalement, il a signé. C'était une très bonne chose. Et nous avons préconisé de décentraliser un peu à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière et en Haute-Guinée, des micro-barrages, ce qu'il n'a pas voulu jusqu'à maintenant. Donc c'était vraiment une première source de divergence en matière de politique économique. Mais c'était surtout lorsque le chef de l'État s'en est pris à une ethnie, dans un discours public, que j'ai personnellement protesté. Et c'est sur ces fonds de divergence que j'ai été exclu du parti. Ok, donc par rapport au problème ethnique, on va y revenir tout à l'heure. Mais après, vous avez créé votre parti PADES. Pourquoi PADES? Écoutez, je ne voulais même pas créer un parti, mais à un moment, j'ai eu le sentiment que le débat politique tournait autour des points qui n'étaient pas essentiels. Donc nous avons voulu participer à ce débat, des amis et moi, nous avons créé le PADES en 2017 pour participer au débat politique pour que la Guinée puisse s'en sortir. C'est un pays qui est potentiellement riche et qui n'a jamais eu la chance de s'en sortir. Et nous, les intellectuels, nous sommes toujours accusés en tant qu'économistes, diplômés de toutes les universités du monde, et votre pays est toujours le plus pauvre. J'attirais l'attention à juste raison sur le fait que ce ne sont pas les économistes qui prennent les décisions économiques, malheureusement, ce sont les hommes politiques. Et que généralement, ils ne suivent pas nos conseils. Donc nous avions la possibilité, soit de transformer les hommes politiques en bons économistes, ce qu'ils ne sont pas, je l'ai essayé trop longtemps, ou alors de faire des économistes des hommes politiques. C'est la deuxième solution qui me semble être la bonne. C'est ce que j'essaie maintenant, parce qu'on ne peut pas changer un pays en profondeur si on n'a pas le pouvoir politique. C'est vraiment le point fort de mon engagement politique. Okay. Donc, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, donc le président Alpha Condé ne voulait pas de vos projets. Pourquoi il n'en voulait pas exactement? Ben, c'est difficile à comprendre. Moi, je ne cherche pas les motivations des uns et des autres. Je constate simplement que dans le domaine minier, par exemple, nous avons toujours préconisé d'avoir des usines d'alumine et d'aluminium au lieu d'exporter la terre rouge. Et c'est exactement, il s'est enfoncé dans l'industrie bauxitique qui, malheureusement, ne peut jamais sortir un pays de la misère. Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de taxes qui sont payées, et les taxes qui sont payées, les 3/4 s'évaporent. C'est-à-dire que c'est les étrangers qui exploitent les ressources. Oui, parce que là aussi, je m'excuse, vous avez une difficulté, je dirais, conceptuelle pour les gens, parce que le taux de croissance tel qu'il émane de l'industrie bauxitique n'apporte pas grand-chose à l'économie guinéenne. Je rappelle que dans nos pays, c'est le PIB qui est calculé, le produit intérieur brut, et non le produit national brut. C'est un concept géographique, c'est la richesse créée à l'intérieur du territoire, mais qui n'appartient malheureusement pas aux Guinéens. Il y a des canaux classiques,
C'est la taxe, c'est un premier canal, c'est les salaires, c'est un second canal, etc. Malheureusement, c'est une industrie qui ne crée pas beaucoup d'emplois, sauf l'emploi des chauffeurs, parce que c'est de la terre rouge que l'on prend. Deuxièmement, c'est une industrie qui n'a pas beaucoup de contributions au budget de l'État. Donc on se retrouve toujours dans la pauvreté. Donc nous avons des divergences en termes d'électrification, en termes d'industrie minière, mais aussi en termes d'infrastructures, des routes, etc., qui manquent énormément en Guinée. Et quand on n'a pas de bonnes infrastructures, il est illusoire de vouloir amener la prospérité dans ce pays. Mais surtout, à part le bauxite aussi, il y a d'autres ressources comme le diamant, le fer et l'or. Pourquoi pas? Oui, des quantités, c'est vrai, importantes d'or. Là aussi, la contribution à l'économie n'est pas malheureusement très importante. En ce qui concerne le fer, j'avais personnellement travaillé là-dessus sur les projets Simandou avec les Chinois. Et à l'époque, nous avions eu vraiment une ferme volonté des Chinois et contre beaucoup d'argent. Malheureusement, nous avons laissé passer le temps. Et comme vous le savez, le marché international du fer est un marché dynamique. C'est un problème un peu complexe, donc nous avons raté le coche dans ce domaine. Aujourd'hui, alors que la Chine a fini de s'approvisionner pour les prochaines années, nous leur donnons les mines de Simandou et autres. Et malheureusement, nous n'avions pas pris la bonne décision à temps. Voilà. Okay. Donc, depuis que vous avez créé le PADES, quels sont les actes que vous avez posés depuis la création de votre parti? Surtout que vous ne vous réclamez ni de l'opposition, encore moins de la mouvance présidentielle. Écoutez, nous avions créé le parti en 2017, la situation a évolué. D'abord, le parti proprement dit s'est implanté sur l'ensemble du territoire national et très vite. Et on est devenu l'un des grands partis du pays en très peu de temps. Et d'ailleurs, nous avons eu une première élection, les élections locales, 2 semaines après la création du parti, et nous avons eu plus de 84 conseillers. C'était une grande performance. Nous étions déjà 3e ou 4e grand parti de Guinée. Déjà à la naissance, à 2 semaines de la naissance. Aujourd'hui, nous sommes implantés partout, aussi bien à l'intérieur du pays, dans toutes les 33 préfectures, mais aussi à l'international, y compris ici à Dakar. Donc nous estimons que nous avons fait pas mal de progrès et les prochaines élections législatives vont montrer à la face du monde l'implantation du parti PADES. Okay. Ceci dit, il y a eu des actes qui ont été posés. Un acte que tout le monde a retenu, c'est que j'ai refusé de faire partie du dernier gouvernement du professeur Alpha Condé, qui souhaitait absolument que je sois le ministre des Finances, du Budget, etc. J'ai décliné l'offre parce que j'ai estimé que la gouvernance était tellement mauvaise que je ne voulais pas me rendre complice. Ensuite, lorsque notre mandat à l'Assemblée nationale était terminé, j'ai été le seul député à rendre le tablier parce que j'ai estimé là encore qu'on ne pouvait pas reprocher au chef de l'État de vouloir continuer une présidence sans mandat et nous-mêmes continuer à siéger à l'Assemblée nationale alors que notre mandat était achevé et que les députés y étaient par la volonté du chef de l'État, par un décret qui proroge, ce qui est vraiment le comble. Malheureusement, l'opposition à l'époque n'avait pas bien compris, malgré toutes mes explications. Et c'est maintenant seulement qu'elle se ressaisit, malheureusement sans beaucoup de crédibilité. Donc on va entrer dans un autre point par rapport au problème ethnique. On va en parler un peu. Donc, car depuis le temps de Sékou Touré, on a remarqué qu'une stigmatisation un peu des Peuls, qu'il avait en quelque sorte réduit à leur propre expression, alors qu'ils représentent à peu près, en quelque sorte, est-ce que c'est pas 50 ou 50% de la population? Donc, quelle appréciation en faites-vous? Est-ce que c'est les choses, avez-vous espoir que les choses évoluent actuellement? Il y a beaucoup de problèmes dans votre question. D'abord, les Peuls ne représentent pas 50% de la population guinéenne. Je crois que si c'était le cas, on serait dans une autre situation. Je crois que chacun lance ses pourcentages comme il le souhaite. Ce n'est pas vrai du tout. Ceci dit, il n'est pas bon de stigmatiser qui que ce soit. C'est une mauvaise politique. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on n'est pas dans l'apartheid. Ce n'est pas vrai en Guinée. Et les problèmes ethniques, à mon avis, sont des faux problèmes que les hommes politiques agitent, puisque tous les Guinéens sont logés à la même enseigne. Ils sont confrontés aux mêmes défis de chômage massif des jeunes. Ils sont confrontés aux mêmes défis de manque d'infrastructures.
En réalité, puisqu'on parle d'un régime soi-disant malinqué, la Haute-Guinée est la région la plus pauvre de la Guinée, et en termes de revenus et en termes d'infrastructures. Il n'y a même pas de courant électrique, contrairement au Fouta. Donc, en termes de répartition d'investissements publics, c'est plutôt le contraire qui se passe. Moi, j'ai toujours estimé qu'on ne peut pas nier que des problèmes ethniques existent, j'en suis certain, mais ce n'est pas majeur en Guinée parce que tous les Guinéens sont logés à la même enseigne. Ils font tous face à une croissance appauvrissante de l'économie guinéenne, au manque d'emploi, au manque d'infrastructures, au manque des hôpitaux, à la mauvaise santé de l'éducation nationale, etc. Donc il ne faut pas exagérer. Les hommes politiques utilisent les leviers ethniques, évidemment, mais ce n'est pas vrai. Le problème ne se pose pas en ces termes en Guinée. Voilà. Okay. Donc, mais est-ce que aussi, parce qu'on a remarqué presque pendant les élections, les Peuls votent pour les Peuls, les Mandingues votent pour les Mandingues, est-ce que ce n'est pas un autre problème? Donc, quelle solution peut-être préconisez-vous par rapport à ça? Écoutez, il faut une très bonne gouvernance. Moi, je vous ai dit qu'objectivement, le problème ne se pose pas, mais il se pose subjectivement, puisqu'il y a la manipulation des hommes politiques. Je crois qu'un parti comme le PADES, qui est véritablement national et qui est implanté dans toutes les régions de la Guinée. Nous avons des militants confondus de toutes les ethnies et en grand nombre. Je pense qu'une bonne gouvernance arrivera à bout de ce sentiment d'exclusion et d'injustice qui est plus sentimental que réel, encore une fois, hein, parce que c'est une manipulation des hommes politiques. Moi, je n'ai aucune envie de m'agripper sur des données subjectives qui ne reposent absolument sur rien. Hein? Et je vais vous surprendre. Vous savez, pendant la Première République, les gens ont souvent dit que le régime de Sékou Touré tuait les Peuls. Mais si vous faites les statistiques des victimes, vous verrez que le plus grand nombre de victimes, c'est chez les Malinqués. C'est encore l'une des grandes escroqueries de l'histoire guinéenne. Vous voyez, lorsque vous dressez la liste de toutes les victimes des Camboiro, vous verrez qu'il y a encore plus de Malinqués que de Peuls. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, écoutez, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de manipulations, il faut le savoir. Mais les données objectives, tous les Guinéens sont logés à la même enseigne. Voilà. Il y a aussi le cas de, comment il s'appelle encore, Diallo Telly, ancien secrétaire général de l'OUA, actuelle Union africaine. C'était inhumain et cruel, à mon avis, hein, et injustifié, hein, parce qu'il n'y a jamais vraiment de jugement. Mais ce n'était pas le seul cas. À côté de Diallo Telly, il y avait Magasuba Moriba, hein, il y avait beaucoup d'intellectuels Malinqués aussi et Peuls. Hein. Je crois que c'est les deux ethnies qui ont payé le plus lourd tribut parce que simplement c'est elles qui avaient les plus grands cadres, hein, aussi bien les Malinqués que les Peuls, pas seulement les Peuls, encore une fois. Ça aussi c'est une manipulation de l'histoire. Soyons objectifs. Il n'est pas bon que des gens aient le sentiment d'exclusion. Je crois que c'est la faute des hommes politiques qui doivent être vraiment neutres et dans leurs déclarations et dans leurs actes. Voilà. Mais je ne souhaite pas qu'on ramène le débat guinéen à un problème ethnique parce que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui encore, dans le FNDC, c'est toutes les ethnies confondues qui se battent abusivement contre un troisième mandat. Bien que c'est tiré par le pouvoir pour vouloir en faire un problème ethnique, et aussi une partie de l'opposition qui souhaite en faire un problème ethnique, ce qui n'est pas vrai. Okay, justement, voilà. Par rapport au troisième mandat. Le débat fait rage depuis un moment. On voit les populations guinéennes manifester contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Donc, vous-même, on vous a vu dernièrement auprès de la population. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? Parce que c'est un recul démocratique simplement, qui guette non seulement la Guinée, mais aussi par contagion toute l'Afrique de l'Ouest. Il est inacceptable que lorsqu'un président finit ses 2 mandats, qu'il veuille imposer un troisième mandat abusivement, contrairement à la Constitution sur laquelle lui-même il a juré 2 fois. Et je voudrais vraiment rappeler que le professeur Alpha Condé, en ce qui concerne la Guinée,
est un grand combattant de la liberté pendant très très longtemps et qu'en 2001, il était de ceux qui ont le plus combattu le koudaïsme, donc le troisième mandat du général Lansana Conté avec son parti, le RPG de l'époque. Et moi, j'étais de la lutte avec le Premier ministre Sidia Touré. Nous nous sommes tous battus pour cela. Et qu'aujourd'hui, il s'est régné. En fait, il se trouve que les deux grands leaders, ce sont les deux seuls qui ont changé de position, puisqu'à l'époque, le professeur Alpha Condé était contre le troisième mandat. Aujourd'hui, il est pour. À l'époque, l'opposant Selou était pour le troisième mandat. Aujourd'hui, il est contre. Donc, c'est les deux qui ont changé. Nous, nous sommes constants. Ça fait sourire, mais c'est effectivement la vérité. Et voilà, c'est inacceptable pour le peuple de Guinée. Okay, Une autre raison, à mon avis, c'est parce que nous n'avons pas le même pays qu'en 2001. Aujourd'hui, ceux qui combattent le troisième mandat, ils ont en moyenne 25 ans. Ils étaient très jeunes en 2001. Ils font partie d'un autre monde où on n'a plus le monopole où l'État n'a plus le monopole de l'information. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Nous avons beaucoup de radios libres. Nous avons Internet et les réseaux sociaux. Et donc les jeunes ont une vue globale de ce qui se passe dans les autres pays. Et il est inacceptable pour cette génération d'abuser et de se maintenir contre la loi, contre la Constitution pour un troisième mandat. D'ailleurs, que l'on cache sous un faux débat constitutionnel. Ce n'est pas du tout un débat sur la Constitution en réalité, puisque personne n'a encore jamais vu la nouvelle Constitution, le projet de Constitution. Mais c'est un débat sur le troisième mandat. Donc, mais pour modifier la Constitution, peut-être il faut passer par un référendum. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien par rapport à ça. Ben, il n'y a même pas encore de projet de Constitution. Je vous dis que c'est l'un des débats les plus creux que j'ai jamais vus. Et je recuse le terme de débat constitutionnel parce qu'on ne peut pas avoir des débats constitutionnels sans projet de constitution. Ce dont il est question aujourd'hui, en réalité, c'est est-ce que nous acceptons que le professeur Alpha Condé fasse un troisième mandat, mandat illégal, contre la constitution en vigueur, oui ou non? Voilà, et c'est une maladie qui risque d'attaquer toute l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que les Sénégalais ont très bien compris. C'est pourquoi ils se sont ajoutés aux Guinéens pour se battre pour la défense des acquis démocratiques. Et c'est une excellente chose et j'en profite en tant que leader du FNDC pour remercier le peuple sénégalais, remercier les activistes du Sénégal et la société civile, ainsi que certains partis politiques qui se sont joints à ce mouvement. Il ne faut jamais oublier, voilà, il ne faut jamais oublier que nous sommes le même pays. Voilà. Okay. Donc là où je voulais en venir, connaissant un peu Alpha Condé, donc vous avez eu à le côtoyer, et bientôt les élections présidentielles en Guinée. Pourquoi, selon vous, a-t-il voulu susciter ce genre de débat sur le troisième mandat? Écoutez, c'est l'un des mystères humains que moi j'ai du mal à déchiffrer. Comment voulez-vous qu'un grand démocrate qui a combattu si longtemps pour l'alternance démocratique en Afrique, qui était de tous les combats, qui même s'identifiait au président Mandela, il souhaitait être le Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Par quel miracle un homme de cette stature qui a ce long passé de combattant puisse se transformer du jour au lendemain en despote? Je crois que ça fait partie des mystères que moi, je n'ai aucune prétention d'éclairer. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que je constate qu'il y a une volonté farouche de se maintenir au pouvoir en dépit de la fin des mandats légaux. Okay, mais et la communauté internationale dans tout ça? Pardon? La communauté internationale. La communauté internationale nous supporte vraiment parce que nous avons eu le support des pays de la CEDEAO. Récemment encore, les anciens chefs d'État se sont réunis pour réaffirmer cela pour des raisons diplomatiques. Nous avons le soutien de l'Union africaine et par ricochet des Nations Unies. Nous avons le soutien de la France, des États-Unis et de tous les pays qui se battent vraiment pour qu'il y ait de la stabilité dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on le sait, lorsque la Guinée est déstabilisée, évidemment, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est déstabilisée. Et c'est à ce titre que je vous ai dit que nous sommes le même pays et les Sénégalais ont vraiment raison de s'en inquiéter.
Et l'opposition dans tout ça, jusqu'où est prête à aller l'opposition? Est-ce qu'on peut espérer aussi une union de l'opposition allant dans ce sens? Ben, déjà, il y a une union, puisque nous sommes tous dans le cadre du FNDC, toute l'opposition politique guinéenne qui s'ajoute à la société civile, aux ONG, aux syndicats. En fait, c'est l'ensemble des forces vives de la Guinée qui se retrouvent sous le label de Front National de Défense de la Constitution aujourd'hui. Vous avez vu la masse humaine qui déferle chaque semaine à Conakry, des millions et des millions de personnes. Je pense qu'il est malsain de vouloir attribuer ça à un seul parti politique, puisque aucun parti politique n'a jamais réussi à mobiliser autant en Guinée. Voilà, là encore, je parle de manipulation politique, de part et d'autre d'ailleurs, du pouvoir et de certains dans l'opposition qui veulent le ramener à un parti politique, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est l'ensemble de la Guinée qui se retrouve. Ce n'est pas une alliance politique, c'est une alliance citoyenne. Le Front National de Défense de la Constitution est une alliance citoyenne, et non une alliance politique. Je crois qu'au sortir de cette guerre, si jamais nous la gagnons, et que le professeur Alpha Condé renonce à un troisième mandat, le Front se dissout de lui-même. Et là, les partis politiques seront en compétition ouverte pour le pouvoir. Okay. Donc tout à l'heure, vous aviez anticipé un peu sur ma question concernant un peu les soutiens des Sénégalais par rapport à ce projet de loi, par rapport à ce troisième mandat que vous voulez faire. Je crois que c'est une bonne chose. Non seulement les Sénégalais, mais tous les Ouest-Africains en réalité soutiennent ce mouvement. Même si les manifestations sont plus structurées au Sénégal, du fait que le Sénégal est en avance sur le plan démocratique et en avance sur le plan organisationnel. Nous bénéficions de la sympathie internationale et de la sympathie en Afrique de l'Ouest. Pour une raison très simple. J'ai dit que si ça se maintient, la Guinée risque d'être déstabilisée et par ricochet, tous les pays d'Afrique de l'Ouest seront déstabilisés, surtout les pays limitrophes autour de nous. Je crois que les citoyens de ces pays ont raison de s'inquiéter de ce qui se passe en Guinée. Mais est-ce que exactement vous sentez vraiment le soutien des autres pays africains? Absolument, et nous le sentons très fort. Et c'est réconfortant de voir les Sénégalais se mobiliser, de voir les Maliens, les Ivoiriens, etc. exprimer leur sympathie, la Guinée-Bissau, tous les pays, Libéria, Sierra Leone autour de nous, où d'ailleurs vivent beaucoup d'émigrés guinéens, etc. C'est des pays qui s'interpénètrent et sur le plan géographique et sur le plan démographique. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes le même pays, parce que culturellement, géographiquement, historiquement, nous avons les mêmes préoccupations et nous partageons les mêmes cultures. Donc c'est tout à fait naturel que ce que l'on ressent en Guinée, qu'on ressente les mêmes sentiments dans tous ces pays qui nous entourent et qui font partie de l'espace CEDEAO. Donc, actuellement, on parle beaucoup de troisième mandat en Guinée, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Sénégal, même ces temps-ci. On a soulevé un peu le débat par rapport au troisième mandat. C'est vrai que le président de la République, lors d'une de ses sorties, avait dit qu'il n'allait pas faire un troisième mandat. Donc, certains constitutionnalistes, certains journalistes, certains observateurs même sont sortis pour dire que le président de la République a l'intention peut-être de faire un troisième mandat. Où? Ici au Sénégal. Écoutez, ce serait trop prétentieux de ma part, n'étant pas un spécialiste de la politique sénégalaise, de m'aventurer sur ce terrain. Ce que je peux dire simplement, c'est que les peuples d'Afrique de l'Ouest ont une commune aspiration au renforcement de la démocratie, en l'enracinement de la démocratie. Nous avons une jeunesse actuellement qui, je dis, est assez mondialisée et qui partage les valeurs démocratiques dans le monde. Et je suis certain que partout où il y aura velléité de troisième mandat, on risque d'avoir les mêmes types de problèmes qu'en Guinée. Okay. Donc, quelles sont vos relations avec le président Macky Sall? Ben, écoutez, je n'ai pas encore de grandes relations personnelles, mais c'est un homme que nous admirons parce que c'est un combattant de la liberté qui a apporté beaucoup de choses au Sénégal, tout comme d'ailleurs le président Wade. Le Sénégal a l'avantage d'avoir vraiment... je prends toujours le Sénégal comme un exemple, tant la qualité de la classe politique est bonne par rapport aux autres pays de notre sous-région. Je crois que c'est une chance d'avoir des bons premiers ministres, des bons présidents qui ont une carrière intellectuelle et qui ont la capacité politique
d'envoyer le Sénégal vers un peu plus de prospérité. Vous voyez, si vous comparez le Sénégal à la Guinée, vous verrez ce que c'est. La Guinée a beaucoup de ressources naturelles depuis très longtemps, mais c'est un pays qui n'a jamais pu s'en sortir, comparativement au Sénégal qui avait moins de ressources et qui a de bonnes ressources humaines. La qualité de l'élite politique au Sénégal est extraordinaire, je trouve, et c'est une très bonne chose. Moi, j'aime beaucoup le président Macky Sall, comme j'aimais le président Ouad et tous les présidents du Sénégal, parce que c'est des hommes de très très grande qualité. Donc je rappelle que vous êtes aussi candidat à la présidentielle de 2020 en Guinée. Donc est-ce que vous pouvez un peu décliner un peu votre programme par rapport à la présidentielle de 2020 en Guinée? Écoutez, moi je veux simplifier pour vos auditeurs. D'abord, j'estime que la politique n'a que deux objets. Le premier objectif de la politique, c'est de libérer l'Afrique. Ça a été fait par les premiers politiciens. Je pense au président Ahmed Sékou Touré, je pense à Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta, Houphouët-Boigny. Et toute cette génération d'hommes politiques africains se sont battus dans les années, à la fin des années 50 pour donner à l'Afrique son indépendance et sa dignité. Voilà un premier objet de la politique d'après moi. Le second objet de la politique d'après moi, c'est de promouvoir le développement économique et social. Voilà, je n'en vois pas d'autre. C'est peut-être dû au fait que j'ai une carrière de technocrate et je ne comprends même pas la politique politicienne. Pour moi, l'objet de la politique aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer le niveau de vie des populations. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le programme du PADES, du parti PADES, qui comprend que deux points. Le premier point, c'est vraiment le renforcement de la démocratie. Et le second point, c'est le développement économique et social. Le premier point, nous en avons parlé, et c'est dans cette optique que nous voyons que nous sommes rangés du côté du FNDC, parce que ça permet d'approfondir la démocratie chez nous. Le second point, qui est le développement économique et social, il y a plusieurs volets. Dans le domaine purement économique, nous avons les volets des infrastructures qui manquent beaucoup en Guinée. Je rappelle que le terme infrastructure, ça veut dire ce qui sous-tend les activités économiques, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le chemin de fer, c'est les hôpitaux, c'est une éducation de qualité, c'est la sécurité et la défense. Donc, vous voyez, toutes ces infrastructures sont dans un piteux état en Guinée. Je crois que notre premier travail, c'est vraiment de se battre pour cela. Ensuite, il faut penser à la jeunesse, créer des emplois pour la jeunesse, pour éviter que cette jeunesse, comme elle le fait aujourd'hui, s'expatrie et qu'il y ait beaucoup de pertes dans les eaux glacées de la Méditerranée. Et chaque fois que je vois que nous donnons le plus fort contingent dans cette expatriation, je crois que c'est un échec pour la politique en Guinée. Et donc nous avons d'énormes défis à relever. Il faut identifier les secteurs porteurs de croissance. J'ai parlé tout de suite des mines, donc il faut refaire une nouvelle politique minière pour que la valeur ajoutée puisse rester en Guinée. Et ça, c'est extrêmement important. Des secteurs qui ont une grande potentialité économique comme l'agriculture, il va falloir les développer. C'est inacceptable que la Guinée, qui a vocation à être le grenier de l'Afrique de l'Ouest, soit encore aujourd'hui en train de faire des importations. Ce que nous avons dénoncé depuis des années. Malheureusement, la politique agricole que nous avons ne permet pas le décollage de l'agriculture en Guinée. Nous avons le secteur de l'industrie, des mines et la culture. C'est un grand foyer culturel qu'il va falloir rentabiliser, donc il faut développer et aider les artistes. Donc il y a vraiment pas mal d'éléments dans ce projet de société. Je n'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus. Ceux qui sont intéressés peuvent aller sur les sites du parti PADES et ils verront les éléments du programme de société de notre parti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le parti fait beaucoup d'avancées au niveau de la jeunesse de Guinée. Pourquoi? Parce que les jeunes se disent il ne suffit pas d'être un homme politique, de nous dire on va faire ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? C'est le cursus de tous les hommes politiques.
faut se poser la bonne question, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent avant de se porter candidat à la présidence de la République de Guinée. Et quand c'est le cas, le parti PADES est choisi par énormément de jeunes à cause de nos activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Il semble que nous avons réalisé pas mal de choses déjà en Guinée qui font que ça fait partie des éléments de crédibilité. Donc, nous arrivons à terme de notre émission. Donc, je vais rappeler juste à nos chers internautes que nous recevions aujourd'hui le docteur Kaba. Il est titulaire d'une maîtrise en économie en 1980 en Côte d'Ivoire, à l'université d'Abidjan. Vous avez ensuite approfondi vos connaissances en France, en sciences économiques, où vous avez obtenu votre DEA à l'université de Paris, Paris 2, Panthéon, à Sorbonne, en 1981 aussi. Donc, vous avez obtenu aussi votre doctorat dans la même université. Vous avez aussi obtenu le prix de recherche de l'Académie de Paris en 1983, si je ne me trompe pas, avec une mention très honorable, avec félicitations du jury. Donc, plus tard, vous avez obtenu aussi votre diplôme de gestion des projets à l'université de Harvard aux États-Unis en 1992. Vous êtes aussi président fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. Bon, un riche parcours en quelque sorte. Donc nous sommes au terme de notre entretien. Donc si vous avez un dernier message à lancer aux populations guinéennes. Oui, c'est le problème que nous avons. On nous accuse toujours justement d'avoir tous les diplômes du monde. Doctorat d'État à la Sorbonne, diplômé de Harvard, etc. J'ai été économiste au Fonds monétaire international. Mais on arrive toujours à la même conclusion. Les économistes sont impuissants quand il s'agit de la politique économique d'un pays, malheureusement, parce que la décision appartient à l'homme politique. Et c'est vraiment la source de ma frustration pendant très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire de la politique, d'avoir le pouvoir pour changer la Guinée. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Donc le message que je lance à la Guinée, c'est un message de paix, où il nous faut continuer à défendre nos droits, mais en préservant la paix et la stabilité dans notre pays. La violence ne mène nulle part. Et c'est pourquoi moi je ne suis pas avec le PADES dans des combats où il y a la violence. Nous sommes dans un combat pacifique pour que la Guinée puisse changer et dans le bon sens. Ensuite, il faut préserver l'unité nationale et c'est très important, éviter les manipulations des hommes politiques. Je ne nie pas les problèmes ethniques, mais ce ne sont pas les plus importants, étant donné que tous les Guinéens sont logés à la même enseigne de la pauvreté, de la misère, du chômage, du manque d'infrastructures. Faire un pays, c'est avoir une commune destinée. Et dans les faits, les Guinéens sont très unis. Ils ont la même culture, ils réfléchissent de la même manière. Croyez-moi, je suis dans le monde de l'éducation et ça fait 25 ans que je suis dans le monde universitaire. Nous avons réussi à créer la plus grande université privée de toute l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve en Guinée et qui a aujourd'hui des équivalences un peu partout et nous sommes reconnus par le CAMES, même la faculté de médecine. C'est vous dire qu'on est capable de changer la Guinée si nous avons la possibilité de le faire. C'est la raison pour laquelle nous venons en politique. Et je lancerai vraiment le message d'unité aux Guinéens, qui ne se laissent pas divertir par des soi-disant problèmes ethniques qui n'existent que dans le domaine de la subjectivité et de la manipulation. Les Guinéens sont confrontés aux mêmes problèmes, nous réfléchissons de la même manière. Du reste, vous verrez que tous les Guinéens sont présents dans toutes les ethnies en Guinée, parce que nous avons beaucoup de liens de parenté un peu partout. Et je ne souhaite pas du tout que ce soit le problème majeur en Guinée, car il ne l'est pas objectivement. Nous avons des gros problèmes politiques, nous avons le recul démocratique, nous devons battre contre ce recul démocratique. Nous devons faire de la promotion de l'économie guinéenne pour donner une chance aux jeunes Guinéens et qu'ils arrêtent de s'expatrier. Il faut créer des opportunités pour la jeunesse. Nous savons le faire au PADES, c'est vraiment notre métier depuis 30 ans. Je voudrais que les gens puissent espérer en la Guinée. Nous avons d'énormes potentialités, nous avons aussi les hommes capables de le réaliser. Simplement, ces hommes n'étaient pas présents dans la sphère politique. Et c'est un appel du pied que je fais à tous les intellectuels guinéens
tous les hommes courageux, ceux qui sont capables de s'investir dans la sphère politique, de ne pas rester en dehors de la vie politique parce que c'est là qu'il y a la décision publique et c'est là qu'on peut tirer la Guinée de sa torpeur. Voilà, M. Camara, je vous remercie. Dr Ousmane Kaba. Merci, chers internautes.